Ils m'ont fait venir d'Espagne pour garder leurs enfants, mais la vraie raison était autre chose. Quand je suis descendu du taxi, valise à roulettes, manteau serré autour des épaules, tout s'est arrêté pendant une seconde. Comme si l'air avait retenu son souffle et que le monde attendait de voir ce que j'allais faire. Les conversations se sont estompées, les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti les yeux comme des petits piquets plantés dans ma nuque. J'ai souri parce que je savais sourire, et j'ai marché droit vers la maison, comme on avance sur une ligne tracée à l'encre, sans hésiter. Si ce genre d'histoire vous parle, pensez à liker et à vous abonner, je vous promets que ça vaut le détour. Je vais vous raconter pourquoi j'ai fait ce voyage depuis l'Espagne. Pourquoi j'ai laissé derrière moi un appartement que j'adorais, des amis qui m'avaient relevé, un travail qui me rendait libre. Pourquoi j'ai accepté une invitation qui, au premier regard, semblait anodine. « Naomi, viens garder les enfants ce week-end, on a besoin d'aide », disait le texto de Lena. 3 mots qui, mis ensemble, m'ont ramené exactement là où je refusais d'être. Vous comprendrez vite que ce n'était pas pour les enfants, jamais uniquement pour les enfants. Avant d'arriver ici, il y a eu des années qui ressemblent à une fissure lente, presque imperceptible au début. Je veux remonter le fil pour que vous compreniez, pour que vous sentiez la bascule, la manière dont la vérité peut s'effriter, se réinventer, et combien la confiance peut être exploitée comme un instrument. Je l'ai rencontré lors d'une exposition. Il s'appelait Derek, ou Deka comme il adorait se faire appeler entre amis, un raccourci pour tout ce qu'il voulait paraître, force, décision, mystère. Il aimait parler avec le ton mesuré, des gens sûrs d'eux. Il avait cette manière de prendre ma main du bout des doigts, comme s'il goûtait la possibilité d'un avenir. On a ri, on a partagé des tables à des heures impossibles, on a fait des plans ridicules sur des immeubles qui n'existaient pas encore. Je n'étais pas naïve, j'étais simplement pleine d'espoir. L'amour, à ce moment-là, c'était le télescope qui rapprochait les étoiles. Le mariage est venu vite, pas un coup de folie, on a pris un aller simple vers une certitude commune. Une maison, des soirées où tout semblait fluide, et puis est venu le désir d'un enfant, ce désir qui est plus qu'un vœu, il devient la preuve que l'on existe dans le monde de l'autre. Ce qui a suivi ressemblait au début à n'importe quel parcours médical. Rendez-vous, spécialistes, petites ordonnances, conseils sur le rythme, sur le sommeil, sur le café. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Les regards se faisaient plus calculés, les silences plus lourds. Les blagues qui au départ m'avaient fait sourire se sont transformées en remarques précises, froides, des traits destinés à me domestiquer. Il y a eu le premier test. « C'est probablement un détail », m'a dit le médecin, et on m'a prescrit un protocole. Derek était là dans la salle d'attente, immobile, le portable collé à l'oreille. Puis sont venues les phrases qui vous cassent en miettes sans bruit. « Il faut accepter que cela prend du temps. Ton corps n'est peut-être pas prêt. On ne peut pas forcer la nature. » J'ai pleuré seul, parfois au milieu de la nuit, parfois en ouvrant la porte du frigo comme si un enfant pouvait apparaître entre les bocaux. Derek m'a prise dans ses bras et m'a dit de ne pas dramatiser. Il a pris soin de moi, oui, avec cette précision froide d'un chirurgien qui manipule les instruments. Je ne comprenais pas encore que ces gestes pouvaient être des instruments de gaslighting. Le gaslighting, c'est un mot que l'on commence à entendre dans les conversations, mais sur le moment, c'est un brouillard. On vous fait douter de vos souvenirs, de vos sensations, de votre capacité à comprendre le monde. Un mot mal placé, une plaisanterie répétée, un « tu es trop émotive » glissé comme un clou dans le bois. Les remarques sont petites, elles s'insinuent, elles deviennent le paysage familier. Et puis un jour, elles déterminent la carte entière de votre vie. Quand les traitements ne donnaient rien, j'ai vu Derek changer de stratégie. Au lieu de combattre avec moi, il commença à écrire une autre histoire à voix haute. Dans sa version, j'étais fragile, je m'épuisais inutilement. Dans sa version, il se tenait debout, courageux, à côté d'une femme qui n'était plus capable. Il n'insultait pas, il déduisait des conclusions, il créait des évidences. Sa famille a repris le récit sans le discuter. Mum Peterson, sa mère, m'a regardé avec pitié polie et une distance apaisée. « Il faut penser à votre santé mentale, chérie », a-t-elle dit une fois, comme si la stigmatisation était un baume. Il y a eu des moments d'humiliation publique, passive, presque invisible, mais indispensable pour réduire ma position.
À des dîners de famille, j'entendais des plaisanteries sur les aléas de la maternité et des clins d'œil qui me laissaient sur le côté. Elle finira par comprendre, disait-on en réajustant sa serviette. Derek ne levait pas la voix, il n'avait pas besoin de ça. Il souriait, et ce sourire, croyez-moi, est une arme plus dangereuse qu'une colère éclatante. Il transformait mes peurs en preuves de faiblesse. Un jour, après une énième visite chez un spécialiste, on m'a demandé de signer des documents. Je n'avais pas lu toutes les pages. Qui lit vraiment sans lunettes ces contrats fleuris de jargon? Mais il y avait la signature, et il y avait la fatigue, et il y avait Derek qui me disait « Fais-le, c'est pour qu'on puisse avancer, pour qu'on soit protégé. » J'ai signé. Ce petit geste m'a coûté plus que je ne pouvais imaginer. Ce n'était pas seulement un morceau de papier, c'était une clé qui changeait l'accès à la maison, aux comptes, aux décisions. Je n'étais pas imprudente, j'étais épuisée. Puis il y a eu la découverte de l'infidélité, mais même ce moment n'était pas un éclair de vérité. Quand j'ai trouvé des messages, je me suis senti tellement humilié que j'ai tout nié d'abord. J'ai cherché des explications, examiné mon comportement. Derek a joué la surprise blessée, l'ami trahi. C'était presque comique, tant la mise en scène était parfaite. Jennifer est entrée dans le récit comme une évidence qui existait déjà. Elle était cette collègue, cette amie de la promotion, et tout à coup elle portait une grossesse comme une preuve que le monde savait déjà ce que j'ignorais. Il avait raison, moi je n'aurais pas d'enfant. Les proches ont basculé du côté de Derek, comme on fange de chêne. On évitait mes appels, on me donnait des conseils doux et évitants. Leçon apprise, la honte est une arme sociale. Elle vous dissuade d'expliquer, parce que parler, c'est risquer d'être jugé encore plus. Je me suis retrouvé seul, pendant des mois, à regarder les photos d'un mariage qui semblait appartenir à une autre personne qu'à moi. Quand il a demandé la séparation, tout a été méticuleusement ordonné. Les affaires triées, les prétextes administratifs, et moi, signant un document de vente sur un coup de tête parce qu'il fallait payer les factures. Je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut vider un foyer en 6 heures sans que le monde entier ne se rende compte. Mais Derek a su orchestrer ça. Il a rendu l'effacement propre, presque clinique. On m'a expliqué que c'était mieux ainsi. Tu pourras repartir, refaire ta vie, m'a-t-on dit, comme on propose une place dans un bus. Je suis parti. Pas loin, je suis parti pour l'Espagne. Pas pour fuir, mais pour me reconstruire dans un endroit où personne ne connaissait mes cicatrices. À Madrid, j'ai trouvé un petit appartement au dernier étage, des voisins qui sapent mon invisibilité d'une façon agréable et un travail à la hauteur de ma compétence. Je traduisais textes et scénarios, j'enseignais le français à des étudiants qui me racontaient finalement leurs rêves, loin des petites violences quotidiennes. Loin, mais pas invisible aux cicatrices. Je passais mes nuits à apprendre à rire de nouveau. J'ai reconstruit une mémoire de ce que j'aimais. Café le matin, marché coloré, une librairie où le libraire s'appelait Hector et se moquait de ma prononciation de certains mots espagnols. J'ai trouvé une force qui n'était pas composée d'absence de douleur, mais d'une capacité à choisir mes combats. Les mois passés en Espagne ont été des actes d'amour pour moi-même. J'ai repris le contrôle de mes comptes, j'ai refait mes papiers, j'ai retrouvé Maya, ma sœur, au téléphone toutes les semaines. Maya était une épaule solide, une main qui ne jugeait pas. Elle ne voulait pas que je revienne dans la même pièce que Derek. « Pourquoi remonter au nid des vautours ?» me répétait-elle. « Tu as ta vie là-bas. » Mais il y a des choses que la distance n'efface pas. L'envie de vérité, le besoin de clore un récit qui a été volé. C'est là que le texte est arrivé. Un message anodin. « Peux-tu venir ce week-end? Marcus et Léna ont besoin d'aide pour garder les enfants. On organise quelque chose de familial. » Marcus, c'était mon cousin par alliance. Léna, sa femme, toujours souriante, la même qui m'avait consolé lors d'un jour de pluie il y a des années. Le message me parut d'abord sincère. « Ils ont besoin », disait la phrase, comme si ma présence avait pour seul but la douceur. J'ai hésité. Maya m'a répondu avant que je n'aie le temps de digérer. « Tu n'y vas pas pour eux, tu y vas pour toi, sors de l'ombre. » Elle croyait que j'avais le droit de choisir. C'est peut-être pour cela que j'ai accepté. Je ne savais pas encore que cette invitation était taillée comme un costume trop petit, joli à l'extérieur, serré de l'intérieur. Je n'imaginais pas que ceux qui m'avaient demandé d'entrer allaient préparer une scène entière autour de ce retour. Je ne savais pas que « garder les enfants » pouvait être une formule de langage pour ramener la femme que nous avons détruite devant nos voisins. Je ne l'ai pas su sur le champ.
J'ai glissé mon billet d'avion entre 2 factures, j'ai réservé, j'ai encore trouvé 1000 raisons de croire que ça pouvait être une main tendue. Peut-être que, au fond, je le voulais aussi. La possibilité de voir les visages, de confronter l'absence avec des mots. Peut-être que je désirais seulement comprendre pourquoi tout avait basculé. Le billet était à mon nom. Cela m'a donné un pouvoir discret. Le choix de la date, le moment d'atterrissage, la valise que j'allais pousser. J'ai appelé Maya pour lui dire que je partais. Elle a eu ce silence lourd, celui des personnes qui sentent que quelque chose va se jouer. « Rentre en sécurité », m'a-t-elle dit enfin, « et n'accepte rien que tu n'as pas demandé. » Je lui ai promis. Le trajet en avion fut étrange. Je n'avais pas revu cette ville depuis des années. Le décollage a fait vibrer mon cœur avec une sorte d'anticipation que je n'arrivais pas à nommer. J'ai regardé par le hublot la terre qui s'éloignait, comme si je laissais derrière moi ces années d'ombre pour mieux observer à distance ce que l'on m'avait fait croire. J'ai relu mes messages, j'ai modifié ma coiffure dans ma tête, j'ai pensé au dialogue que je ne dirais pas. Je ne voulais pas d'un piège émotif, je voulais d'une vérité. Le taxi m'a déposé devant l'allée aménagée. La maison n'avait pas changé. Au mur, portail soigneusement entretenu, une guirlande peut-être, des ballons retenus par un vent discret. J'ai traîné ma valise et j'ai entendu, comme on entend une toussière retomber, des voix d'enfants qui jouaient dans le jardin. 4 petites silhouettes qui couraient et criaient « Tata Naomi » d'une voix si naturelle que mon cœur s'est serré. Elles m'ont dévalé dessus, petites mains qui me grimpaient, éclats de rire qui me faisaient oublier la peur. J'ai ri avec eux, j'ai plié mon grand corps en arrière pour être à leur hauteur. J'ai senti l'odeur du savon, de l'herbe. C'était une scène presque parfaite, et cela m'a mis encore plus en alerte. La perfection est la meilleure couverture. Léna m'a prise dans ses bras avec une chaleur qui ressemblait à l'authenticité. Marcus m'a serré la main et m'a regardé comme si l'on regardait une carte postale, agréable mais sans profondeur. Le décor était posé comme pour une carte de vœux. À l'intérieur, il y avait des photos encadrées, un Derek différent, souriant, des images de Jennifer patiente, des ballons annonçant « bébé prochainement ». Sur la cheminée, une photo de groupe où je me souviens avoir posé avec eux 3 ans auparavant, ignorant. Je me suis assise, j'ai posé ma valise et j'ai senti un regard que je connaissais mieux que n'importe quoi, celui de Derek. Il venait dans la pièce avec un air de qui n'a pas perdu son terrain. Une fraction de seconde, je l'ai observé comme un entomologiste regarde un insecte rare, fascination plus que haine. Il m'a salué d'un hochement de tête, pas d'accolade. Pas de larmes. Un visage parfaitement calibré pour le monde. Jennifer est là, à côté de lui, et on la devine enceinte sous une robe délicate, main posée sur le ventre comme un trésor revendiqué. J'ai senti tout le poids des années compressées en un seul présent. Il m'avait demandé de venir pour les enfants. Je regardais ces mêmes enfants, si vivants, si vrais, et je pensais au vide que j'avais eu dans mon ventre, aux mignettes volées, aux soirées où l'on m'avait laissé seul avec mes doutes. Comment tout cela se superposait maintenant, comment la vie continuait, comme si ma douleur avait servi à remplir un album d'images que d'autres feuilletaient avec aisance. Dans ma poche, mon téléphone vibra. Un message simple de Maya. « Respire, reste-toi, fais attention. » C'était une bouée. J'ai rangé l'appareil, j'ai relevé la tête et j'ai décidé de ne pas laisser la peur diriger mes gestes. J'ai répondu aux enfants, je me suis agenouillé, j'ai pris un jouet, j'ai joué au goûter improvisé. Tout en moi se préparait à observer, à noter, à garder une mémoire exacte. Je n'allais pas être une victime spectatrice, j'allais devenir celle qui regardait, celle qui retenait l'épreuve, la narratrice de sa propre histoire. Il y avait des murmures dans la cuisine, des invitations dissimulées. « On va faire une annonce » avait soufflé quelqu'un derrière une porte entr'ouverte. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, une colère qui n'était plus la furie vaine de l'effondrement, mais une détermination nette. Je n'étais plus la naïve qui signait sans lire, j'étais quelqu'un qui savait que chaque instant pouvait devenir une pièce au dossier. Je n'avais pas encore le dossier entre les mains. Je n'avais pas encore les tests qui diraient ce que je savais déjà dans mes os, que j'étais capable, que l'histoire qu'on m'avait collée n'était pas la mienne. Mais j'avais mes souvenirs, mes jours d'équilibre, mes échanges avec Maya, la sensation de marcher droit malgré la pente. J'avais aussi quelque chose qui vaut tout l'or d'une preuve, la volonté de ne pas me laisser réécrire par d'autres. La porte coulissa et des invités commencèrent à arriver.
À mesure que la maison se remplissait, j'ai senti le monde se replacer autour d'un centre qui n'était plus exclusivement moi. Les rires, les conversations, les regards qui se déposent en couches successives. Et puis, au moment où l'on m'a proposé un verre, quelqu'un a prononcé la phrase qui m'a creusé le ventre comme un coup de vent. C'est tellement généreux que Naomi soit venue d'Espagne pour nous aider. On a ri, on a tapé dans les mains. J'étais leur héroïne, la bonne âme venue du loin. Et c'est là que tout s'est figé pour la seconde fois, mais d'une manière différente. La première fois, c'était l'air qui retenait son souffle parce que je venais. La deuxième fois, c'était le monde qui retenait la vérité, parce que j'allais la dérouler. J'ai senti la tension, la manière dont l'attention vous enveloppe et vous pose comme un objet précieux et fragile. Je me suis levé, j'ai pris mon verre et j'ai senti derrière mes côtes une petite voix qui me soufflait « Observe, souviens-toi, prépare-toi ». Je ne savais pas encore tout. Je ne savais pas encore les détails médicaux, les mots que les médecins emploieraient plus tard pour nommer l'évidence. Je n'avais pas encore parlé à Dr Martinez, qui serait la première personne à me donner une version des faits moins romantique et plus froide. Je ne savais pas encore que certains tests allaient, dans un futur proche, contredire le récit qu'on m'avait servi. Mais je savais ceci, j'étais revenu, et ce retour n'était pas un hasard. J'avais fait ce voyage depuis l'Espagne à cause d'un appel, d'une invitation qui m'a semblé, à ce moment précis, tendre une offrande d'humanité. Je ne savais pas que c'était une scène préparée pour que je joue un rôle qu'on m'avait attribué. L'air était dense, l'odeur du gâteau flottait, les enfants riaient et se blottissaient autour de moi. Derek m'observait à travers la foule, et son visage ne trahissait rien. Jennifer souriait comme on sourit à une caméra. Ils avaient gardé l'ordinaire poli, et l'ordinaire poli est la scène favorite des manipulateurs. Il anesthésie, il dédramatise, il fait croire que tout peut être replacé dans la zone du convenable. Moi, j'ai senti la colère monter en moi, mais elle était contenue, comme une source que l'on décide de canaliser pour irriguer plutôt que pour inonder. Quelque part dans la maison, Marcus m'a tiré la manche et m'a dit à voix basse « On est content que tu sois là ». Sa voix était sincère, je les regardais et pour un instant, j'ai cru au mirage de la vraie famille qui se retrouvait. Puis j'ai entendu encore une fois le même chuchotement à l'oreille. « Observe ». Ce n'était pas encore l'heure de parler, c'était l'heure de regarder, de rassembler. J'ai pensé à Maya, à Sarah, à l'avocate dont le nom flottait comme une promesse lointaine. Il y aurait des papiers, il y aurait des témoignages. Mais tout cela n'existait pas encore sur la table. La fête battait son plein, les conversations allaient et venaient, les sourires étaient là, bien peignés. Et moi je tenais ma tasse, regardant la scène se dérouler comme on regarde un théâtre. Les enfants ont réclamé une histoire. J'ai pris un livre, j'ai raconté, voix basse, mots simples. Ils se sont blottis contre moi, inconscients de la raison profonde pourquoi Tata Naomi était arrivée. Pour eux, j'étais un repère. Pour d'autres, j'étais une pièce d'un puzzle que l'on s'apprêtait à assembler. Un souffle, un instant, et la maison devint silencieuse sans que je comprenne tout de suite pourquoi. Les gens se décalèrent, comme si quelqu'un allait prendre la parole. Derek se fraya un chemin et je l'ai vu approcher. J'ai senti mes doigts se crisper autour du livre. J'ai plongé les yeux dans les siens comme on plonge dans l'eau froide avant de se lancer. À cet instant précis, debout au milieu de ce salon qui avait gardé tant de mémoire, j'ai su que je n'allais pas repartir la même. Je ne savais pas encore comment, je ne connaissais pas l'ampleur de la vérité que je finirais par tenir en main, ni les visages qui viendraient pleins de remords ou d'incrédulité. Mais je savais que j'avais fait ce voyage depuis l'Espagne pour une raison, et que ce prétexte de garder les enfants n'était que le voile d'une scène beaucoup plus large. J'ai pris une respiration longue, profonde, et j'ai attendu que la prochaine porte s'ouvre. Il s'est approché avec ce sourire qu'il croyait indestructible. Il a pris une gorgée de conversation, a balayé la pièce de ce geste de la main qui veut dire « tout va bien », et il a posé devant moi la question attendue. « Naomi, veux-tu dire quelque chose ?» Sa voix était neutre, polie, comme si elle ne portait pas 36 mois de mensonges. Je l'ai regardé. Il n'y avait pas de haine dans mon regard, seulement une lucidité froide, comme quand on passe la main sur une table et qu'on efface les miettes pour voir la surface nette. J'ai fermé le livre, j'ai rassemblé les enfants contre moi et j'ai pensé à tout ce que je gardais en réserve, non pas pour blesser, mais pour remettre les pièces à leur place.
Oui, ai-je dit, d'une voix qui ne tremblait pas. Le silence a suivi, ce silence épais qui pèse comme une vitre entre deux mondes. J'ai commencé sans envoler, parce que la vérité n'a jamais besoin de fioritures. J'ai parlé de ce que je savais, de ce que j'avais appris depuis que j'étais retourné en Espagne, du travail que j'avais fait sur moi, des rendez-vous, des messages, des nuits vides. J'ai décrit mon départ comme une nécessité, mais j'ai évité les détails inutiles. Les gens écoutaient parce que, au fond, on écoute toujours une femme qui tente de récupérer son récit. Puis j'ai sorti l'enveloppe. C'était une chose banale, une feuille glissée entre deux cartes. J'ai dit calmement « Je ne suis pas venu d'Espagne pour jouer un rôle confortable dans le récit que vous avez composé. Je suis venu parce que la vérité me le demandait. » J'ai tendu l'enveloppe à Marcus. Il l'a ouverte avec une hésitation, comme si chaque seconde l'éloignait un peu plus d'une loyauté mal placée. C'étaient les résultats, pas des spéculations, pas une vindicte, mais des examens récents émis par le cabinet du docteur Martinez. Marqueur, bilan, conclusion laconique, selon le médecin, il n'y avait pas chez moi l'indication d'une infertilité. Les mots du compte-rendu étaient sobres, presque brutalement froids. Fertilité dans les paramètres attendus. Pas d'explication sur ce qui s'était passé par le passé, pas d'accusation technique. Juste un fait qui n'était pas le sien. Mon corps n'était pas défaillant. Je l'ai laissé parler pour ce qu'il était. Il y a eu un mouvement dans la pièce, comme si l'air cherchait à se replacer. Les têtes ont basculé, les conversations se sont arrêtées en plein vol. J'ai vu la puissance d'une donnée simple. Une ligne écrite change des regards. Derek a tenté de sourire, puis de masquer, puis de fixer un point hors de ma portée. Jennifer a baissé les yeux, les traits tendus, comme si la grossesse qu'elle portait se transformait soudain en interrogation. Ce que j'ai dit ensuite n'avait rien d'héroïque. J'ai expliqué que j'avais demandé ces tests après avoir reçu des indices, paroles, contradictions, téléphone protégé. Je n'ai pas inventé de chaîne de causalité technique. J'ai expliqué que le docteur Martinez avait évoqué possibilités cliniques diverses et que certaines hypothèses, dont une concernant une contraception non signalée, avaient été soulevées comme piste d'investigation par le médecin. J'ai prononcé ce mot avec la prudence que le sujet imposait, hypothèse. J'ai répété, je n'accuse personne de façon définitive, j'expose les faits qui m'ont été présentés. Plusieurs personnes se sont détournées, gênées, d'autres ont commencé à poser des questions, à murmurer entre eux. La vérité avait cette faculté étonnante de se répandre sans que je lui donne de voix haute. Elle habitait déjà leurs gestes, leurs regards qui se détachaient de Derek, comme on retire la main d'un feu. Derek a essayé de répondre. Sa réponse fut une cascade contrôlée. Il a parlé de fatigue, de malentendus, d'erreurs de communication. Il a utilisé le registre qu'il connaissait le mieux, celui du raisonnable blessé. Mais la bande de papier tenue entre mes doigts était plus nette que ses sentiments. Les chiffres, les dates, la signature du laboratoire, tout cela sonnait plus vrai que ses bonnes manières. On ne débat pas d'un compte-rendu. On en prend acte ou on le réfute avec d'autres éléments. Il n'en avait pas. C'est à ce moment-là que j'ai senti la force de la planification. Ce retour depuis l'Espagne n'était pas seulement un acte d'observation, il avait été préparé pour que, le moment venu, je sois capable de ne pas perdre le fil. Maya, Sarah, Marcus et Lena avaient été prévenus. Sarah, l'avocate amie, avait tout à distance préparé une note expliquant que ces résultats suffisaient à rouvrir certaines discussions. Elle n'avait pas juré de miracle, elle avait promis un regard professionnel des démarches à envisager. Maya avait été la voix qui m'avait rappelé de respirer et de ne pas être avalée par la scène. Marcus et Lena m'avaient donné les enfants et l'image de famille dont j'avais besoin pour que le dévoilement ne ressemble pas à une attaque personnelle, mais à une réappropriation. La pièce est devenue une arène silencieuse où les alliances se redessinaient. Madame Peterson a quitté la conversation un instant. Je l'ai vue se diriger vers la fenêtre et respirer longuement. Quand elle est revenue, ses yeux avaient changé. Moins de pitié condescendante, plus d'incertitude. Elle est venue vers moi et j'ai cru un bref instant qu'elle allait me parler comme une mère. Elle a hésité. « Naomi, a-t-elle commencé, puis a fermé sa bouche.
Elle n'avait pas de réponse facile. Elle s'est excusée de la façon la plus sobre qu'elle savait offrir, par la gravité de son silence. Jennifer est restée immobile, sa main posée sur son ventre. On pouvait lire sur son visage un mélange d'effroi, de défense et d'un certain égarement. Elle a murmuré quelque chose à l'oreille de Derek. Il a répondu d'un ton qui cherchait à garder la maîtrise. Mais la maîtrise, ce soir-là, était devenue vulnérable devant une preuve. Ce n'est pas que Derek n'ait pas de parole, c'est que les paroles perdent de leur puissance face à un document qui ne sourit pas, qui ne manipule pas les souvenirs. J'ai pris la parole encore une fois, mais j'ai choisi la mesure. Je n'ai pas utilisé ce moment pour crier, pour réclamer réparation immédiate ou pour me venger. Je l'ai utilisé pour revendiquer une dignité. Je n'accepte plus que l'on me raconte comme fragile parce que cela arrange vos récits. J'ai regardé chacun, sans haine, mais sans complaisance. J'accepte la compassion réelle, pas la pitié qui efface. La rencontre a dérapé dans une série de petites confrontations, de questions lancées, de noms prononcés. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas révélé tout cela plus tôt. J'ai expliqué la stratégie de Derek, isoler, stigmatiser, réécrire. J'ai expliqué comment la honte produit le silence. J'ai expliqué aussi pourquoi j'étais revenu, pas pour humilier, mais pour remettre les pendules à l'heure en public, parce que le mensonge prospère là où la vérité se tait. La soirée s'est terminée sans éclat. Derek est parti en premier, autant pour protéger une image qu'il savait fragile que pour se soustraire à l'exposition. Jennifer est restée, chancelante, sous le regard de quelques invités qui cherchaient à comprendre à quel point tout ce qu'ils avaient pris pour acquis était construit sur du sable. Certains, silencieusement, se sont approchés pour me toucher l'épaule, me demander si j'allais bien. D'autres ont pris leur distance. Quand la porte s'est refermée sur les derniers invités, Marcus a engagé la conversation que j'attendais depuis des semaines. « Naomi, on a agi comme des imbéciles », m'a-t-il dit d'une voix qui contenait plus de remords que d'excuses. Lena a baissé la tête. Ils n'avaient pas imaginé l'ampleur du mensonge. Ils m'ont demandé pardon avec une sincérité embarrassante. Je les ai écoutés. Le pardon n'est pas automatique, il se construit. Mais il y avait, pour la première fois depuis longtemps, une ouverture. Le lendemain, je suis allé voir le docteur Martinez en personne. J'avais besoin d'entendre d'une voix médicale ce que le papier disait, qu'il n'y avait, selon ses analyses, pas d'obstacle évident à ma fertilité. Nous avons parlé longuement, il a expliqué, avec cette prudence clinique qui protège autant le patient que le praticien, qu'il existe toujours des zones d'ombre en médecine, des variables multiples. Il a évoqué des pistes possibles, des éléments à explorer, mais il a aussi admis que les données recueillies contredisaient la narration qui m'avait été imposée pendant des mois. Naomi, a-t-il dit, il serait irresponsable de trancher sans davantage d'investigation, mais il est tout aussi irresponsable de continuer à faire porter à une seule personne la charge d'une histoire qui implique plusieurs acteurs. Le mot « impliqué » m'a frappé. Ce n'était plus seulement une histoire entre Derek et moi, c'était un feuilleton qui avait embarqué des témoins, des complices, parfois des innocents. Le médecin n'a pas donné de nom, il n'a pas pointé du doigt. Il m'a donné un cadre, des faits médicaux, une obligation d'examiner. Pour la première fois, j'ai senti que la science m'offrait un levier, non pour la vengeance, mais pour une réhabilitation. J'ai contacté Sarah. Son rôle n'était pas de promettre des miracles judiciaires, mais de m'expliquer les possibilités, les étapes prudentes. Elle m'a dit « Nous allons demander à rouvrir certains éléments du dossier, à produire des preuves, à demander un complément d'enquête. On n'ira pas plus vite que le droit, mais on utilisera chaque document pour rétablir la vérité. » Sa voix avait cette efficacité qui m'avait manqué pendant des années, claire, sans filet. La stratégie qui s'est mise en place n'était pas sensationnaliste. Nous avons opté pour la correction intelligente, pas pour l'humiliation théâtrale. J'ai demandé à Maya d'être mon témoin permanent, à Sarah de préparer les premières lettres, à Marcus et Lena d'être prêts à témoigner, à condition qu'ils se sentent honnêtes dans leurs propos. J'ai demandé à mes amis de me soutenir publiquement si le besoin se faisait sentir. Tout était construit pour minimiser les dégâts collatéraux. Je refusais de transformer la pièce en tribunal télévisé. Il a fallu plusieurs semaines pour que des choses avancent. Derek a tenté de se défendre par des proches, par des conversations en coulisses, par des appels discrets. Les réseaux sociaux ont commencé à bruire ici et là, sans que je n'appelle personne à cela. La vérité a ses propres ailes. Certains ont tenté de faire passer les faits pour une querelle personnelle. D'autres ont exprimé une sympathie franche.
J'ai reçu des messages anonymes, des propositions de soutien, des accusations. Tout a été ajouté à la quille. Je me suis accroché à la stabilité. Je travaillais, j'enseignais, je traduisais, j'allais au marché, je faisais mes cafés et je n'évitais pas les mails. Les retombées sociales ont été curieuses. Mme Peterson m'a appelé une nuit. Sa voix tremblait. Elle n'avait jamais été une femme expressive, mais ce soir-là, elle avait l'air d'une personne qui sentait la fragilité de ses choix. « Naomi, a-t-elle dit, je suis désolée. Nous avons été aveuglés par une image que l'on voulait croire. » Elle n'a pas cherché à se dédouaner. Elle a reconnu les angles morts. Sa voix contenait une humanité tardive. Nous avons parlé longtemps, pas de réparation matérielle, mais de ce que signifie reconnaître son erreur. Elle m'a demandé ce dont j'avais besoin. Sa question simple était peut-être la première pierre d'une réconciliation future, si toutefois les ponts peuvent se rebâtir sur des bases honnêtes. Jennifer a annoncé plus tard qu'elle souhaitait parler. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre, sans témoin. Elle était pâle, fatiguée, et elle m'a regardé comme si l'on venait de lui arracher une certitude. « Je ne savais pas, a-t-elle dit, et c'était difficile de savoir si elle disait la vérité. » Elle a pleuré, pas pour moi ni pour Derek, mais pour elle-même, pour la position délicate où une vérité différée avait mis sa propre vie. Nous n'avons pas conclu d'accord moral rapide. Elle a dit qu'elle allait réfléchir, qu'elle avait besoin de comprendre. Je lui ai dit que je ne cherchais pas la confrontation, seulement la clarté. C'était tout ce qu'on pouvait demander à ce moment. La procédure juridique a suivi son cours, avec lenteur, avec imprécision, avec doute. Sarah a agi en architecte prudente, requête, échange formel, demande de nouveaux examens. Elle n'a jamais promis un prix ni un triomphe clair. Elle a promis du boulot honnête. À l'issue de quelques mois, Derek a accepté une renégociation de certains termes. Pas parce qu'un tribunal l'avait forcé à s'expliquer, mais parce que les faits avaient rendu sa position intenable socialement. Il a fallu qu'il comprenne que sa version était fissurée. Nous avons obtenu, dans un cadre négocié, une réparation financière qui m'a permis de reprendre un peu de souffle. Encore une fois, sans fanfare. Je n'aime pas les victoires balayages. Elles sonnent creux. Ce qui m'importait, au fond, ce n'était pas l'argent, mais la reconnaissance tacite d'une injustice. Ce qui m'a étonné, et m'apaise encore, c'est le retour de certaines personnes dont je croyais ne jamais revoir le regard. Des voisines qui avaient pris leur distance sont venues frapper à ma porte. Elles m'ont offert des repas, des heures de conversation, sans question piège. Les petites attentions m'ont appris que la réparation dépend beaucoup des petites mains plus que des grands discours. Maya a déménagé près de chez moi, en Espagne, pendant quelques mois, pour m'aider à tenir un rythme. Nous avons repris nos habitudes simples, marché, café, conversation jusqu'à tard. Ces gestes ont reconstruit une humanité. Avec le temps, j'ai utilisé mon histoire comme outil. Ce n'est pas du hasard si l'on raconte. Raconter soigne. J'ai commencé à donner de petites conférences anonymes, à participer à des groupes de soutien, à traduire pour des associations qui aident les femmes à comprendre leurs droits. Ce travail est devenu mon métier du cœur. Il n'efface pas la douleur, mais il lui donne une direction. J'ai créé, avec quelques amis, une page de ressources, sans être une plateforme légale, mais un point d'appui. Où aller? Comment se reconstruire? Parler à un avocat? Comment gérer la honte? Nous avons travaillé pour que d'autres, un jour, ne gâchent pas des mois à douter de leur corps. Et puis, il y a eu d'autres petites victoires personnelles. Retrouver un sommeil qui ne se casse pas en petits fragments. Accepter des invitations pour des cafés sans regarder avant qui serait présent. Prendre l'avion non pas pour fuir, mais pour visiter. J'ai recommencé à écrire, à accepter des projets de traduction plus ambitieux, à penser à moi indépendamment d'une histoire qui avait trop longtemps dû supporter tout ce que je n'étais pas. La reconstruction n'a pas été linéaire. Parfois, la nuit, je revoyais Derek comme on revoit un film dont on a perdu la fin, et j'avais des sursauts. Parfois, la colère revenait en flash, crue. Mais j'ai appris à la transformer, à la canaliser dans des dossiers, dans des lettres, dans de la création. J'ai appris que la colère est un carburant, pas une identité. J'ai aussi appris à accepter l'aide, à ne pas vouloir tout faire seul. L'orgueil m'avait coûté. La reconnaissance de cette faiblesse m'a rendue plus forte. 1 an après cette fameuse soirée, nous avons organisé une réunion formelle, pas pour faire un procès médiatique, mais pour régler les derniers éléments du divorce et des accords financiers. Sarah a été à mes côtés. Derek est venu, comme on se rend à une obligation. Il a fallu signer, faire valider, régler les derniers détails. J'ai signé avec une certaine légèreté. Ce n'était pas la fin d'une rage, mais la clôture d'un chapitre qui m'avait fait grandir.
Au sortir du bureau, j'ai senti un soulagement aussi vaste que la mer. On m'a demandé parfois « Est-ce que tu regrettes d'être revenu d'Espagne ?» Ma réponse est revenue chaque fois simple et ferme. J'ai répondu « Non. Je suis venu parce que je n'avais plus envie d'être raconté par d'autres. » Revenir, affronter, n'était pas seulement pour mon honneur, c'était pour le futur que je voulais protéger, le futur où je pourrais raconter sans trembler. Aujourd'hui, je vis entre Madrid et des déplacements professionnels. J'ai gardé un pied en Espagne parce que c'est là que j'ai réappris à être moi. Mais je viens souvent ici, pas pour réparer une maison, mais pour surveiller que la vérité garde son pas. J'ai mis en place une petite association qui aide des femmes à comprendre leurs droits, à accéder à des conseils juridiques et médicaux dignes, sans jugement. Nous organisons des tables rondes, des traductions de documents, des groupes d'écoute. Ce travail m'a donné une vocation nouvelle, transformer la douleur en service. Je ne vais pas vous mentir, il reste des ombres. Parfois je reçois des messages tranchants, parfois je me surprends à repenser à ces années et à la façon dont on peut perdre le sens de soi à force d'écouter des récits faits pour nous définir. Mais quand je parle à une femme qui me dit « Grâce à votre témoignage, j'ai compris que je pouvais demander un deuxième avis », je sais que rien n'a été vain. Quand une jeune femme me prend la main et me dit qu'elle commence un dossier médical parce qu'elle veut des réponses, je sais que ma colère, transformée, a porté du fruit. Je raconte souvent l'épisode de la soirée comme une métaphore. Ils m'ont fait venir d'Espagne pour garder leurs enfants, mais la vraie raison était autre. Ils attendaient la femme docile, celle qui fermerait les yeux et qui pardonnerait sans demander de compte. Ils voulaient une image, un décor. Je suis arrivé avec des preuves et des alliés, et j'ai refusé le rôle qu'on m'avait attribué. La vraie raison de mon voyage n'était pas de garder des enfants, c'était de reprendre ma voix. Je ne célèbre pas la défaite d'autrui. Je n'ai pas écrit mon histoire pour humilier ou salir des vies. Ce que je célèbre, c'est la possibilité de se réapproprier son récit, d'empêcher qu'une injustice devienne une vérité acceptée. J'ai transformé une humiliation en une action sociale. C'est la revanche morale, celle qui redonne le respect plutôt que d'avilir. Si vous êtes assise là, en train d'écouter cette histoire, et si quelque chose résonne en vous, retenez ceci. Vous avez droit à la vérité sur votre propre vie. Personne ne peut vous l'ôter sans conséquence. Cherchez des alliés, documentez, faites confiance à votre instinct. Et si vous n'en avez pas encore, construisez-les. Une sœur, une amie, une avocate, un médecin. La solitude rend les mensonges plus puissants. Je veux conclure en disant que la route vers la reconstruction est longue, parfois sinueuse, mais qu'elle est possible. J'ai retrouvé des rires qui n'étaient pas tristes, j'ai retrouvé des projets qui m'appartiennent. J'ai recommencé à croire dans la valeur d'un matin où l'on se réveille sans avoir à justifier son existence. Je ne suis plus seulement Naomi qui a perdu, je suis Naomi qui a appris à protéger son espace. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a donné un peu d'espoir ou d'énergie, partagez-la. Partagez-la avec une amie, une sœur, une collègue. Encouragez celles qui doutent à chercher une oreille attentive et un conseil professionnel. Et si vous aussi avez une histoire de vérité reprise, écrivez-la, racontez-la. La parole libérée est un acte de réparation. Ils m'ont fait venir d'Espagne pour garder leurs enfants, mais la vraie raison était que je venais pour reprendre mon histoire. Et je l'ai fait, pas dans un cri, mais dans une série de gestes précis, de preuves et d'alliances. J'ai choisi la dignité plutôt que la vengeance. C'est peut-être la plus belle revanche qu'on puisse connaître, se reconstruire debout avec ses mains propres.